Cette nuit, je ne vais pas te demander de lever les yeux vers les étoiles, ni de te perdre dans l'immensité du ciel comme je le fais souvent. Cette nuit, je veux te faire quitter ton corps d'humain, en douceur, sans effort, et te faire entrer dans un autre corps, minuscule, tiède, couvert de plumes, un corps de quelques dizaines de grammes à peine, plus léger qu'une lettre glissée dans une enveloppe. Je veux te faire devenir un oiseau. Pas n'importe lequel. Un petit rouge-gorge, de ceux qui, chaque automne, quand les jours raccourcissent et que le froid descend du nord, s'élancent seuls dans la nuit pour traverser des mers entières, sans carte, sans guide, sans un seul repère visible, et retrouvent pourtant leur chemin sur des milliers de kilomètres, comme s'ils portaient au fond d'eux une boussole secrète. Et cette boussole, tu vas le voir, est peut-être la chose la plus étrange et la plus belle que la vie ait jamais bricolée. Une boussole faite non de métal ni d'aiguille, mais de lumière, de chimie, et d'un peu de cette magie tranquille que les physiciens appellent la mécanique quantique. Mais avant de nous élever dans les airs, laisse-moi d'abord te poser sur une branche, à la lisière d'un bois du nord de l'Europe, dans les dernières heures d'un jour d'automne. Tu es ce rouge-gorge. Ton corps est petit et rond, ta poitrine porte cette tache orangée qui a donné son nom à ton espèce, et tes yeux noirs, vifs, immenses au regard de ta tête, captent la moindre lueur du crépuscule qui s'éteint. L'air fraîchit. Les feuilles, autour de toi, ont pris la couleur du cuivre et commencent à tomber. Quelque chose, depuis quelques jours, s'est mis à changer en toi, une inquiétude douce, une impatience que tu ne comprends pas mais à laquelle tu ne peux pas résister. On appelle cela, chez les oiseaux, l'agitation migratoire. Une fièvre du départ qui monte à mesure que la lumière décline, qui pousse même les oiseaux tenus en cage à s'agiter, à sautiller, à se tourner sans cesse vers la direction où ils devraient s'envoler s'ils étaient libres. Cette fièvre est en toi cette nuit. Tu sais, sans savoir comment tu le sais, qu'il te faut partir, et qu'il te faut partir vers le sud. Songe un instant à l'étrangeté de ce que tu t'apprêtes à faire, toi, ce petit oiseau. Tu vas t'élancer dans le noir, seul, sans avoir jamais fait ce voyage auparavant, car tu nais ce printemps et c'est ta toute première migration. Personne ne t'a montré la route. Tes parents ne t'accompagnent pas. Chez bien des espèces, les adultes et les jeunes partent chacun de leur côté, et il arrive que les petits s'en aillent les premiers, livrés à eux-mêmes. Et pourtant, tu vas voler des nuits entières, franchir des forêts, des plaines, des montagnes, et peut-être une mer sans fin, pour rejoindre un lieu d'hivernage que tu n'as jamais vu, que tu ne connais que par cet appel obscur inscrit dans ta chair. Comment est-ce possible? Comment un être si petit, avec un cerveau à peine plus gros qu'un pois, peut-il trouver son chemin là où nous-mêmes, avec tous nos instruments, nous nous perdrions? Voilà la question que les savants se sont posée pendant des siècles, et dont la réponse, entrevue seulement depuis quelques dizaines d'années, nous conduit au cœur même de la physique la plus profonde. Longtemps, cette énigme a paru insoluble, presque magique. On a supposé que les oiseaux se guidaient sur le soleil, et c'est vrai en partie pour ceux qui voyagent de jour. On a supposé qu'ils lisaient les étoiles, et c'est vrai aussi. Certains, élevés sous un ciel de planétarium, apprennent la carte du ciel et s'orientent sur elle, sur le lent tournoiement des constellations autour de l'étoile polaire. On a pensé qu'ils suivaient les côtes, les fleuves, les chaînes de montagnes, ces grands repères du paysage, et ils le font sans doute quand ils le peuvent. Mais rien de tout cela ne suffisait à expliquer le mystère. Car les oiseaux retrouvent leur route par nuit noire, quand aucune étoile ne perce les nuages. Ils la retrouvent au-dessus de l'océan, là où il n'y a ni côte, ni fleuve, ni montagne, ni le moindre point fixe où accrocher le regard, rien que l'eau sombre à perte de vue et le ciel bas. Il fallait donc qu'ils disposent d'un autre sens, d'un sens que nous n'avons pas, une faculté secrète capable de leur montrer le chemin même dans le noir le plus total, même au-dessus du vide le plus dépourvu de repères. Et ce sens, on a fini par le comprendre, c'est celui du magnétisme. Les oiseaux perçoivent le champ magnétique de la Terre. Ils sentent, d'une manière ou d'une autre, ces lignes invisibles qui enveloppent notre planète et que nous, humains, ne pouvons déceler qu'à l'aide d'une aiguille aimantée posée sur un pivot. Notre monde, vois-tu, est baigné tout entier dans un champ magnétique, engendré au plus profond de la Terre, dans son noyau de fer et de nickel en fusion, où des courants colossaux de métal liquide tournoient et engendrent ce champ qui s'étend bien au-delà de la surface, bien au-delà de l'atmosphère, comme une immense bulle protectrice qui nous abrite du vent des particules venues du Soleil. C'est ce champ qui fait tourner l'aiguille de nos boussoles vers le nord.
C'est lui aussi, semble-t-il, que ton petit corps d'oiseau sait lire, cette nuit, pour choisir sa route. Mais la question, la vraie, la vertigineuse, celle qui a occupé les savants pendant demi-siècle, c'est celle-ci. Avec quoi? Avec quel organe, quel capteur, quel rouage de chair perçois-tu une chose aussi impalpable, aussi ténue, qu'un champ magnétique? Car il faut que tu mesures à quel point ce champ est faible. Le champ magnétique de la Terre est une chose d'une grande douceur, d'une extrême délicatesse. Il est des dizaines, des centaines de fois plus faible que celui d'un petit aimant de réfrigérateur, de ces aimants qui tiennent à peine une feuille de papier contre la porte. Il traverse ton corps sans que rien ne bouge, sans que la moindre de tes cellules en soit déplacée, sans dégager la moindre chaleur, sans exercer sur ta chair aucune force que tes muscles ou tes nerfs pourraient ressentir. Il est là, partout, tout le temps, et pourtant si discret que pendant longtemps il a paru tout simplement impossible qu'un être vivant pût le sentir. Comment un signal aussi infime, aussi ténu, pourrait-il déranger la grosse machinerie tiède et bruyante d'un corps, faite de milliards de molécules qui s'agitent sans cesse dans la chaleur? C'était comme espérer entendre le frôlement d'une plume au milieu du vacarme d'une tempête. Et c'est là que commence la véritable merveille, là que la vie, pour résoudre ce problème, a peut-être eu recours à la plus subtile des ruses, une ruse empruntée aux lois les plus étranges de l'univers. Mais n'anticipons pas, reviens à ton corps d'oiseau, sur ta branche, dans le froid qui tombe. La nuit est là, maintenant, complète. Le ciel s'est couvert. Pas une étoile ne perce le voile des nuages, pas un morceau de lune. Un humain, ici, ne saurait plus dire où est le nord ni le sud, tant le noir est uniforme. Et pourtant, toi, tu le sais. Tu ouvres tes ailes, tu quittes ta branche, et tu t'élèves dans l'air noir sans la moindre hésitation, comme tiré par un fil invisible tendu vers le sud. Autour de toi, dans l'obscurité, tu devines d'autres présences, d'autres oiseaux, par centaines, par milliers, qui s'élèvent en même temps que toi, chacun poussé par la même fièvre, chacun lancé sur la même route secrète. De temps à autre, un petit cri traverse la nuit, un contact ténu lancé d'un voyageur à l'autre, pour ne pas se perdre tout à fait dans le grand noir commun. Et vous montez, jusqu'à ce que la terre disparaisse en dessous de vous, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, tout autour, que le ciel obscur et le battement régulier de tes propres ailes. Laisse-moi maintenant te dire ce qui se passe, croit-on, à l'intérieur de tes yeux, tandis que tu voles ainsi dans la nuit. Car c'est là, dans tes yeux, que se cache, selon toute vraisemblance, ta boussole. Cela peut te sembler surprenant. Tu t'attendrais peut-être à ce que le sens magnétique loge dans le cerveau, ou dans quelque organe caché, un petit morceau d'aimant enfoui sous les plumes. Mais l'hypothèse qui domine aujourd'hui, celle que les expériences soutiennent le mieux, place cette boussole ailleurs, dans un endroit inattendu, dans la rétine, cette fine tapisserie de cellules sensibles à la lumière qui tapisse le fond de l'œil, la même où se forment les images du monde. Ta boussole, si cette idée est juste, ne serait pas séparée de ta vue, elle en ferait partie. Tu ne sentirais pas le champ magnétique comme nous sentons le chaud ou le froid, comme une sensation à part. Tu le verrais. Il se mêlerait à ce que tes yeux perçoivent, se poserait sur le monde comme une ombre ou une lueur, une nuance de plus ajoutée aux couleurs et aux formes. Pour comprendre comment une telle chose est possible, il faut que je te fasse descendre encore, plus petit que l'oiseau, plus petit que la cellule, jusqu'au niveau des molécules qui peuplent tes yeux, et même jusqu'aux atomes qui les composent. Prends une seule de ces cellules de ta rétine, une de ces cellules sensibles à la lumière. Elle contient, nichée dans ses membranes, une certaine protéine, une grosse molécule repliée sur elle-même en une forme compliquée, comme une pelote de fil. Cette protéine porte un nom un peu savant, on l'appelle un cryptochrome. Le mot vient du grec et signifie à peu près couleur cachée, ou qui capte la lumière dans le secret. C'est une molécule très ancienne, très répandue dans le monde vivant. On la retrouve chez les plantes, chez les insectes, chez presque tous les êtres, où elle sert le plus souvent à mesurer la lumière du jour, à régler les horloges internes, à distinguer le matin du soir. Chez les oiseaux migrateurs, croit-on, cette même molécule aurait trouvé un autre emploi, un emploi extraordinaire, celui de sentir le magnétisme de la Terre. Voici comment cela fonctionne, autant qu'on puisse le comprendre. Quand un grain de lumière, un photon, vient frapper cette protéine cryptochrome, il lui apporte une petite bouffée d'énergie. Et pas n'importe quelle lumière.
Il faut de la lumière bleue, ou à la rigueur verte, la lumière du crépuscule et de l'aube, celle qui domine encore un peu quand le rouge du couchant s'est éteint. Cette bouffée d'énergie bleue provoque, à l'intérieur de la molécule, un minuscule événement. Un électron, un de ces grains infimes de matière et d'électricité qui gravitent d'ordinaire par paires bien sages au sein des molécules, se trouve arraché à sa place et saute d'un point de la protéine à un autre. Il saute d'une partie de la molécule vers une autre partie, un peu comme une étincelle qui bondirait d'un fil à un autre. Et ce saut laisse derrière lui un déséquilibre, une blessure chimique, qui va être le point de départ de toute la merveille. Car les électrons, dans la matière ordinaire, aiment aller par deux. C'est une des règles profondes de la chimie. Ils se tiennent volontiers à parier, deux par deux, comme des danseurs qui vont toujours en couple. Mais quand notre électron a sauté d'un endroit à l'autre de la protéine, il a rompu un de ces couples. Il se retrouve seul d'un côté, célibataire, tandis que sa place vacante, de l'autre côté, laisse un autre électron seul lui aussi. Voilà donc deux électrons esselés, chacun sur sa molécule, séparés par une petite distance. On appelle ces molécules porteuses d'un électron solitaire des radicaux, et comme il y en a deux d'un coup, nés du même événement, on parle d'une paire de radicaux. Retiens bien ce mot, car c'est le cœur de toute l'histoire. La boussole de l'oiseau, croit-on, repose sur cette paire de radicaux, sur ces deux électrons solitaires nés ensemble de l'éclair d'un photon bleu. Or ces deux électrons, bien que désormais séparés, gardent entre eux un lien invisible, un lien d'une nature si étrange qu'il défie tout ce que le bon sens nous enseigne. Pour te le faire comprendre, il faut que je te dise un mot d'une propriété des électrons qu'on nomme le spin. Imagine, pour commencer, et rien que pour commencer, que chaque électron tourne sur lui-même comme une minuscule toupie, et qu'en tournant ainsi, il se comporte comme un tout petit aimant, avec un pôle nord et un pôle sud, une petite boussole en soi. Cette image de la toupie n'est pas tout à fait exacte, car le monde quantique ne se laisse pas dessiner sans peine, mais elle suffira pour l'instant. Ce qu'il te faut saisir, c'est que chaque électron porte en lui cette petite orientation magnétique, ce spin, qui peut pointer dans un sens ou dans l'autre, et que c'est par là, par ce minuscule aimant intérieur, que l'électron va pouvoir sentir le champ magnétique de la Terre. Je te dois d'ailleurs, sur ce spin, un aveu, car je viens de te mentir un peu pour te rendre la chose plus simple. L'électron ne tourne pas vraiment sur lui-même comme une toupie de bois ou de métal. Si l'on prend au sérieux l'image d'une petite bille qui tournerait, on aboutit à des absurdités. Il faudrait que sa surface file plus vite que la lumière, ce qui est interdit, et d'ailleurs l'électron, autant qu'on sache, n'a pas de surface, pas de taille du tout, c'est un point sans étendue. Le spin est donc autre chose, une propriété toute quantique, sans équivalent dans notre monde familier, une sorte de rotation qui n'en est pas une orientation intérieure que rien de ce que nous connaissons ne peut vraiment représenter. Les physiciens ont gardé ce mot de spin, qui veut dire tournoiement en anglais, parce qu'il se comporte, dans les équations, un peu comme le ferait la rotation d'une toupie, et parce qu'il faut bien donner un nom aux choses. Mais il ne faut pas se laisser prendre à l'image. Le spin est l'une de ces réalités du monde quantique dont on peut mesurer les effets avec une précision extrême, dont on peut suivre le comportement dans le moindre détail, mais que nul ne peut se figurer vraiment, parce qu'elle n'appartient qu'au monde de l'infime et n'a pas de reflet dans le nôtre. Ce qu'il te faut retenir, c'est seulement ceci. Chaque électron porte ce spin, qui le fait se comporter comme un minuscule aimant, et qui peut, en gros, pointer dans un sens ou dans l'autre, ou encore, comme le veut l'étrangeté quantique, dans un mélange indécis des deux à la fois. Et voici ce qui rend nos deux électrons si particuliers. Puisqu'ils sont nés ensemble, du même couple rompu, leurs deux spins, leurs deux petites toupies, ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Ils sont liés, accordés, unis par ce que les physiciens nomment l'intrication, ce lien quantique parmi les plus troublants qui soient. Deux objets intriqués ne sont plus tout à fait deux choses séparées. Ils forment un tout, un couple dont on ne peut plus décrire chaque membre à part, comme si, séparés dans l'espace, ils demeuraient pourtant une seule et même réalité. C'est un lien qu'Einstein lui-même trouvait si étrange qu'il refusait d'y croire tout à fait, et qu'il décrivait avec une pointe de dédain comme une action fantomatique à distance. Nos deux électrons, dans ton œil d'oiseau, sont ainsi intriqués, unis par ce fil invisible, accordés l'un à l'autre à travers le petit espace qui les sépare. Prends un instant, dans le calme de ton vol nocturne, pour goûter cette pensée, car elle est renversante. Au fond de ton œil,
Cette nuit, 2 grains de matière plus petits que tout ce que l'imagination peut saisir sont liés par le plus mystérieux des liens que connaisse la physique, ce même lien que les savants, dans leur laboratoire, ne parviennent à créer qu'avec les plus grands soins, dans le froid extrême et le silence des appareils les plus délicats. Et toi, petit oiseau, tu portes cette merveille au fond de tes yeux, fabriquée sans effort, des milliers de fois par seconde, par le simple choc de la lumière du soir sur une protéine. La vie, en quelque sorte, aurait apprivoisé la mécanique quantique bien avant nous, non dans des machines glacées, mais dans la chaleur tiède d'un œil vivant, pour la plus humble et la plus vitale des tâches, trouver son chemin dans la nuit. Suivons maintenant ces 2 électrons intriqués, et voyons comment, de leur danse, va naître la perception du Nord. Les 2 petites toupies, les 2 spins, peuvent se tenir de 2 manières différentes l'une par rapport à l'autre. Ou bien elles pointent en sens contraire, s'annulant l'une l'autre, dans un arrangement que les physiciens nomment l'état singulet. Ou bien elles s'accordent, tirent dans le même sens, dans un arrangement qu'on nomme l'état triplet. Et voici le prodige. La paire ne reste pas figée dans l'un ou l'autre de ces états. Elle oscille sans cesse, elle bascule d'un état à l'autre, du singulet au triplet et retour, comme un pendule invisible, comme une balance qui pencherait tour à tour d'un côté puis de l'autre, des millions de fois en un clin d'œil. La paire de radicaux est un petit métronome quantique, un balancier qui hésite entre 2 façons d'être, sans jamais se fixer. Et c'est ici, dans le rythme de cette hésitation, que le champ magnétique de la Terre vient jouer son rôle, si ténu soit-il. Car les 2 petits aimants que sont les spins ne sont pas indifférents au champ qui baigne l'oiseau. Ce champ, si faible qu'il soit, incline d'un souffle leur danse, hâte ou retarde d'un rien le balancement entre singulet et triplet. Il ne les bouscule pas, il ne les déplace pas. Il caresse à peine leur rythme, il fait pencher la balance d'une quantité infime. Mais cette caresse infime suffit. Car ce qui compte, à la fin, c'est la proportion de temps que la paire passe dans l'un ou l'autre état, singulet ou triplet, avant que les 2 électrons ne finissent par réagir enfin, par se transformer en produits différents selon qu'ils étaient dans un état ou dans l'autre. Le champ magnétique, en penchant le balancier d'un côté, modifie la quantité de ces produits chimiques. Là où le champ est orienté d'une façon, la molécule fabrique un peu plus de telle substance. Là où il est orienté d'une autre façon, un peu moins. Le champ magnétique, invisible et muet, se trouve ainsi traduit en une différence de chimie, en une différence de matière, que la cellule, elle, sait mesurer. Comprends bien la beauté de cette ruse, car elle est le cœur de tout. Un champ magnétique, à lui seul, est bien trop faible pour agir de front sur les grosses molécules d'un corps, pour les déplacer, les chauffer, les tordre. Mais il n'a pas besoin de faire tout cela. Il lui suffit de peser, d'un point infinitésimal, sur le balancier d'une paire de radicaux déjà en équilibre instable, déjà prête à basculer d'un côté ou de l'autre. C'est comme une bille posée au sommet exact d'une colline. Le plus léger souffle, la plus petite inclinaison, décide de quel côté elle roulera. La paire de radicaux est cette bille en équilibre, et le champ magnétique de la Terre est le souffle léger qui la fait pencher. Ainsi un signal minuscule, qui ne pourrait rien contre la matière ordinaire, se trouve amplifié, transformé, rendu perceptible, parce que la vie l'a fait agir non sur de la matière lourde, mais sur le point d'équilibre le plus sensible qui soit, sur ce fil du rasoir quantique où le moindre rien fait toute la différence. Il faut d'ailleurs que tu saisisses à quel point ce rien est petit, car c'est là que réside le prodige. L'énergie que le champ magnétique de la Terre communique à la paire de radicaux, cette poussée qui incline le balancier, est bien plus faible, des milliers de fois plus faible, que l'agitation de chaleur qui règne partout dans une cellule vivante, ce bourdonnement incessant des molécules qui se bousculent dans la tiédeur. En bonne logique, ce petit souffle magnétique aurait dû être noyé, submergé, rendu insensible par le vacarme de la chaleur, comme un murmure se perd dans le fracas d'une foule. Et pourtant, il ne l'est pas. La paire de radicaux parvient, on ne sait trop comment, à entendre ce murmure malgré le vacarme, à laisser cette poussée infime peser sur son rythme sans que le tumulte alentour ne l'efface. C'est l'un des mystères les plus profonds de toute cette affaire, celui qui continue d'intriguer les chercheurs. Comment un signal si faible, plus faible que le bruit de fond du corps lui-même, peut-il se faire entendre et se traduire en un choix, en une direction? La réponse tient sans doute à la subtilité du mécanisme, à cette manière qu'a la chimie des spins de recueillir non l'énergie brute du champ, mais son effet accumulé sur la danse des états, avec patience,
au fil des innombrables balancements d'une même paire. C'est comme si, plutôt que d'écouter une seule fois le murmure et de le perdre, la molécule l'écoutait 1000 fois de suite et additionnait ce qu'elle en tire, jusqu'à ce que ce presque rien, répété, finisse par faire un signal clair. Et il y a, dans cette histoire, une subtilité de plus, qui rend la boussole de l'oiseau capable de sentir non seulement la présence du champ, mais sa direction. Car l'effet du champ sur le balancier ne dépend pas seulement de sa force, il dépend de son orientation, de l'angle sous lequel les lignes du champ traversent la molécule. Or les molécules de cryptochrome, dans ta rétine, ne sont pas disposées au hasard, elles sont rangées, orientées, tenues en place selon des directions bien précises, tapissant le fond de ton œil comme les mailles d'un filet. Chacune, selon l'endroit de la rétine où elle se trouve, présente au champ magnétique un angle différent. Si bien que, selon la direction dans laquelle tu tournes la tête, selon l'orientation de ton œil par rapport aux lignes du champ terrestre, les molécules ne réagissent pas toutes de la même façon. Certaines zones de ta rétine fabriquent un peu plus de signal, d'autres un peu moins, dessinant sur le fond de ton œil une carte, un motif, une figure de lumière et d'ombre qui change quand tu tournes la tête. Voilà pourquoi les savants pensent que tu vois le champ magnétique, plutôt que tu ne le sens. Représente-toi ce que cela pourrait donner. Devant tes yeux, posés sur le monde nocturne, sur la mer noire et le ciel sombre, il y aurait comme un voile ténu, une tache plus claire ou plus sombre, un dégradé de lueur qui ne serait pas dans le paysage lui-même mais dans ta vision, ajouté par ton propre œil. Et ce motif se déplacerait, tournerait, changerait de forme à mesure que tu tournerais la tête, s'intensifiant quand tu regardes dans une certaine direction, s'estompant quand tu regardes ailleurs. Tu n'aurais qu'à orienter ton vol de manière à garder ce motif dans une certaine position, comme on garde une étoile au coin de l'œil, pour tenir ton cap avec une sûreté parfaite. La Terre elle-même dessinerait, sur l'écran de ta rétine, la direction du sud, et il te suffirait de suivre ce dessin. Nul ne sait à quoi cela ressemble vraiment, quelle forme, quelle nuance prend cette vision magnétique, car nul humain ne l'a jamais éprouvée. Mais c'est peut-être ainsi que tu perçois le monde, cette nuit. Avec, superposée à tout le reste, la trace lumineuse et mouvante des lignes invisibles de la planète. Il te faut aussi comprendre ce que devient ce signal, une fois qu'il est né. Car la paire de radicaux, en penchant plutôt vers l'état singulet ou plutôt vers l'état triplet, fabrique au bout du compte des produits chimiques en quantité qui dépendent du champ. Mais une différence de chimie, à elle seule, n'est encore rien. Il faut qu'elle devienne un message, un signal que le nerf sait porter et que le cerveau sait lire. C'est là que la longue chaîne du vivant reprend ses droits. La quantité de telle ou telle substance produite dans la cellule modifie l'état de cette cellule, ouvre ou ferme certaines portes minuscules dans sa membrane, déclenche une petite cascade d'événements qui finit par changer le courant électrique que la cellule envoie le long du nerf. Ainsi, de proche en proche, l'infime penchant quantique d'une paire d'électrons se trouve traduit, amplifié, relayé, jusqu'à devenir une impulsion nerveuse qui file vers le cerveau de l'oiseau, se mêle aux autres signaux venus de l'œil, et compose, quelque part dans sa tête, cette image du monde où la direction du sud se trouve inscrite. Toute une architecture de chair, agencée avec soin, sert ainsi à recueillir le murmure quantique le plus ténu et à le porter jusqu'à la conscience obscure de l'oiseau, comme une longue file de mains qui se passerait, de l'une à l'autre, une flamme fragile sans la laisser s'éteindre. Il y a d'ailleurs une expérience, parmi toutes celles qu'on a menées, qui a plus que tout autre convaincu les chercheurs que cette boussole est bien de nature quantique, et je veux la raconter, car elle est d'une élégance rare. Les savants se sont dit ceci. Si la boussole de l'oiseau repose vraiment sur la danse des spins d'une paire de radicaux, alors elle devrait être sensible à certaines ondes, à certains champs magnétiques qui vibrent très vite, à un rythme bien particulier, capable de perturber justement le balancement des spins. Ils ont donc soumis des oiseaux migrateurs à de tels champs, d'une faiblesse extrême, bien trop faible pour agir sur un aimant ordinaire, sur un grain de fer, sur quoi que ce soit de la matière lourde. Et ils ont observé que ces ondes ténues déréglaient la boussole des oiseaux, brouillaient leur sens de la direction, les désorientaient. Or cela n'a de sens que si le capteur est bien un système de spin, un mécanisme quantique, car seul un tel système peut être troublé par des ondes aussi douces, accordées à son propre rythme intérieur. Une aiguille de métal, elle, n'en aurait cure. Cette expérience, où un signal d'une délicatesse inouïe suffit à égarer un oiseau, est l'un des plus beaux arguments dont on dispose pour croire que la vie, ici,
se sert bel et bien de la mécanique quantique. C'est comme si l'on avait glissé une fausse note, une dissonance à peine perceptible, dans une musique intérieure, et que l'oiseau, soudain, ne sut plus danser. Tandis que tu médites cette étrangeté, ton vol se poursuit. Les heures passent. La terre a depuis longtemps disparu, et sous toi, maintenant, il n'y a plus que la mer. Tu la devines à peine, une masse plus noire encore que la nuit, sans une lumière, sans un repère, une étendue d'eau froide qui s'étire jusqu'à des horizons que tu ne peux pas voir. Le vent te porte et te secoue tour à tour. Tes petites ailes battent sans relâche, avec une endurance qui dépasse l'entendement pour un corps si menu. Tu voles depuis des heures, tu voleras peut-être toute la nuit, et une partie du jour, franchissant d'un seul élan une mer que nul rocher ne vient interrompre. Un instant, l'inquiétude pourrait te saisir, l'idée d'être seul, perdu, au-dessus de ce gouffre liquide, sans rien à quoi te raccrocher. Mais tu n'es pas perdu. Au fond de tes yeux, en cet instant même, la petite danse des électrons continue, la paire de radicaux naît et se défait des milliers de fois par seconde, et le champ de la Terre, fidèle, continue d'incliner son balancier et de dessiner sur ta rétine la direction qu'il te faut suivre. Tu portes ta route en toi. Tu ne peux pas te perdre. Prends le temps, dans ce long vol, de ressentir ton corps d'oiseau au travail. Tes muscles de vol, ces grands muscles de la poitrine qui commandent le battement des ailes, se contractent et se relâchent des dizaines de fois par seconde, sans jamais s'arrêter, dans un effort que nul athlète humain ne pourrait soutenir plus de quelques minutes, et que toi, tu tiens des heures durant. Pour nourrir cet effort, ton petit cœur bat à une allure folle, plusieurs centaines de fois par minute, poussant sans relâche le sang chaud à travers ton corps menu. Avant le départ, tu t'es gavé d'insectes et de bails jusqu'à presque doubler ton poids, faisant provision de graisse comme un voyageur emplit ses sacs, et cette réserve, maintenant, se consume en toi kilomètre après kilomètre, te tenant chaud, te tenant en vol. L'air froid de la nuit glisse sur tes plumes, que tu tiens serrées pour garder ta chaleur. En dessous, la mer respire immense et patiente, soulevant ces longues houles que tu ne vois pas mais que tu devines à l'odeur de sel et à la rumeur sourde qui monte parfois jusqu'à toi. Et toujours, au fond de tes yeux, la petite boussole veille, sans effort, sans fatigue, indifférente à la lassitude de tes muscles, te tenant sur ta route avec la constance tranquille d'une chose qui ne connaît pas le repos. Autour de toi, dans le grand noir, le peuple des voyageurs poursuit sa traversée. Vous n'êtes pas une bande unie, une troupe rangée comme les oies qui dessinent leur grand V dans le ciel du jour. Vous êtes une multitude dispersée, chacun volant pour soi, à sa hauteur, à son allure, et pourtant tous liés par une même direction, tous penchés vers le même sud invisible. De loin en loin, un cri bref traverse l'obscurité, une note ténue lancée par l'un de vous, un signal de présence, un fil de son tendu d'un voyageur à l'autre pour se dire, dans la nuit, « Je suis là, tu n'es pas seul, nous allons du même côté. » Ces petits cris de contact tissent, au-dessus de la mer, une sorte de trame sonore, un réseau de voix éparses qui accompagne la migration comme un murmure. Et chacune de ces voix appartient à un être qui, comme toi, porte au fond de ses yeux la même boussole de lumière et de spin, la même merveille quantique, sans le savoir, sans y penser, tout entier absorbé par la seule tâche de voler vers le sud et de survivre à la nuit. Tu portes ta route en toi, et pourtant tu ne la tiens pas seule. Car la boussole te donne le cap, la direction, mais elle ne te dit pas tout. D'autres sens, en toi, complètent le tableau. Ton oreille, dit-on, perçoit des sons si graves qu'aucun humain ne les entendrait, ces grondements très bas que produisent les vagues se brisant sur des côtes lointaines, le vent contre les montagnes, la voix profonde de la terre elle-même, si bien que tu entendrais peut-être, de très loin, le rivage vers lequel tu voles. Ton nez, ta mémoire des odeurs, la position du couchant que tu as observé avant que la nuit ne tombe, tout cela se mêle à la lecture du champ magnétique pour affiner ta route. Un oiseau migrateur n'est pas guidé par un seul instrument, mais par tout un concert de sens accordés entre eux, dont la boussole quantique n'est que la voie principale, la base continue sur laquelle se posent les autres. Et de cet accord subtil naît le prodige, un être minuscule qui traverse un monde immense sans jamais s'égarer. Il faut maintenant que je te dise une chose qui a longtemps stupéfié les savants, et qui rend cette boussole plus merveilleuse encore. On aurait pu croire que ces phénomènes quantiques délicats, cette intrication des spins, ce balancier entre singulets et triplets, ne pouvaient exister que dans les conditions les plus extrêmes, dans le froid le plus intense,
à l'abri de toute agitation. C'est ce que nous enseignait l'expérience des laboratoires. Car ces états quantiques sont d'une fragilité extrême. Le moindre choc, la moindre secousse, le moindre contact avec le monde environnant tend à les briser, à les brouiller, à les effacer, comme une note pure se perd dans le vacarme d'une foule. Les physiciens ont un mot pour cette disparition. Ils parlent de décohérence, cette manière qu'a la magie quantique de s'évanouir dès qu'elle touche au monde ordinaire, chaud et bruyant. Et il n'y a pas de lieu plus chaud, plus humide, plus agité et bruyant qu'un corps vivant, où des milliards de molécules s'entrechoquent sans cesse dans la tiédeur. C'était donc, en apparence, le dernier endroit où l'on aurait attendu que se maintienne un état quantique délicat. Et pourtant, il faut le croire, la vie y parvient. Dans ton œil tiède et vivant, la paire de radicaux réussit à garder son lien quantique, son balancement cohérent, assez longtemps pour que le faible champ de la Terre ait le temps d'agir sur lui. Assez longtemps. Cela veut dire quelques millionièmes de seconde, une durée que tu jugerais dérisoire, mais qui, à l'échelle de ces molécules, est presque une éternité. Il faut que la magie quantique dure au moins ce temps-là, sans se briser, pour que le champ magnétique, si doux dans son action, ait le loisir de faire pencher le balancier. Or maintenir un état quantique pendant un temps aussi long, dans un milieu aussi chaud et aussi agité, c'est un exploit qui, dans nos laboratoires, demande des prouesses. Comment la molécule de cryptochrome y arrive-t-elle? Comment protège-t-elle ces deux électrons intriqués de la fureur du monde qui les entoure? On ne le sait pas encore tout à fait. C'est un des grands mystères que les chercheurs explorent aujourd'hui. Mais que la vie y parvienne, cela même, c'est déjà un émerveillement, et c'est ce qui a donné naissance à tout un champ nouveau de la science, qu'on appelle la biologie quantique, l'étude de ces endroits, rares et précieux, où le vivant se sert des lois les plus profondes et les plus étranges de la matière. Reposons-nous un moment sur cette idée, dans la paix de ton vol au-dessus des eaux. Nous avons coutume de penser que la mécanique quantique est une affaire lointaine, réservée au monde des atomes, sans rapport avec notre vie de tous les jours, sans rapport surtout avec le monde chaud et charnu des êtres vivants. Nous imaginons deux royaumes séparés, d'un côté le monde quantique, glacé, minuscule, abstrait, de l'autre le monde de la vie, tiède, foisonnant, familier. Et voici que ces deux royaumes, dans l'œil d'un petit oiseau, se rejoignent et se mêlent. Voici qu'une des lois les plus abstraites de la physique, l'intrication des spins, sert une des tâches les plus concrètes et les plus anciennes de la vie, retrouver son chemin, survivre à l'hiver, rejoindre les terres chaudes. Le pont entre ces deux mondes que nous croyons étrangers l'un à l'autre passe, peut-être, par le fond de tes yeux d'oiseau, cette nuit, au-dessus de la mer. Et ta boussole n'est peut-être pas le seul endroit où la vie se sert des lois de l'infime. Les chercheurs soupçonnent que d'autres phénomènes du vivant, eux aussi, empruntent au monde quantique certaines de ces ruses. On pense, par exemple, que les plantes, quand elles captent la lumière du soleil pour en tirer leur nourriture, dans cette chimie merveilleuse qu'est la photosynthèse, pourraient user d'une forme de cette même magie pour acheminer l'énergie lumineuse avec une efficacité presque parfaite, l'énergie explorant à la fois plusieurs chemins pour trouver le meilleur, à la manière quantique. D'autres se demandent si notre sens de l'odorat lui-même ne reposerait pas, en partie, sur un phénomène quantique subtil, une manière dont les molécules odorantes feraient vibrer quelque chose au fond de notre nez. Rien de tout cela n'est encore certain, et les débats sont vifs. Mais peu à peu se dessine cette idée neuve et troublante. La vie, loin d'ignorer le monde quantique, s'en serait emparée, ici et là, pour accomplir des prouesses qui, sans lui, seraient hors de sa portée. Le vivant serait, à sa façon, un très vieux et très habile physicien, qui aurait découvert et apprivoisé, par tâtonnement, au fil de millions d'années, des lois que nous-mêmes venons à peine de comprendre. Je veux à présent te raconter comment les hommes ont fini par deviner tout cela, car l'histoire de cette découverte est belle, et elle avance à tâtons, avec la prudence qui sied à toute grande énigme. Pendant très longtemps, l'idée même qu'un animal pût sentir le champ magnétique parut invraisemblable, presque risible, et ceux qui l'avançaient n'étaient guère pris au sérieux. Puis, dans les années 60 et 70 du siècle dernier, deux chercheurs, un couple de savants allemands, entreprirent des expériences patientes avec des rouges-gorges enfermés dans des cages, en pleine saison de migration. Ils observèrent que les oiseaux, même privés de toute vue du ciel, s'orientaient dans la direction de leur migration, comme s'ils savaient où était le sud. Et surtout, ils firent une chose décisive.
Ils entourèrent les cages de grandes bobines capables de créer un champ magnétique artificiel et de le tourner à volonté. Quand il faisait tourner le champ, les oiseaux tournaient avec lui, changeaient de direction. La preuve était là, c'était bien le champ magnétique qui les guidait. Mais ces mêmes chercheurs firent une découverte plus étrange encore, qui allait donner la clé de toute l'affaire. Ils s'aperçurent que la boussole des oiseaux ne fonctionnait pas comme la nôtre. Notre aiguille aimantée, celle des marins, distingue le nord du sud. Elle a une pointe qui montre le nord et une autre qui montre le sud, elle lie la polarité du champ. La boussole de l'oiseau, elle, ignore cette différence. Elle ne distingue pas le nord du sud comme deux pôles opposés. Ce qu'elle lie, en revanche, c'est autre chose. L'inclinaison du champ, l'angle que font les lignes magnétiques avec la surface de la Terre. Car le champ terrestre, vois-tu, ne court pas à plat le long du sol. Il plonge dans la terre, il en ressort, et l'angle sous lequel il pique vers le sol change selon qu'on est près de l'équateur ou près des pôles. Près de l'équateur, les lignes du champ courent presque à l'horizontale. Près des pôles, elles plongent presque à la verticale, droit dans le sol. L'oiseau lit cet angle-là. Il ne se demande pas où est le nord. Mais de quel côté les lignes du champ montent-elles vers l'horizontale, et de quel côté plongent-elles vers le sol? Et cela lui suffit pour savoir où est l'équateur, où sont les pôles, et donc dans quelle direction voler pour fuir le froid. Cette découverte, celle d'une boussole d'inclinaison et non de polarité, fut plus qu'une curiosité. Elle fut un indice capital sur la nature même du capteur. Car une petite aiguille aimantée, un grain de fer, lirait la polarité, distinguerait le nord du sud. Mais un mécanisme fondé sur la chimie des spins, sur cette danse des électrons dont je t'ai parlé, lit tout autrement. Il est sensible à l'angle des lignes du champ, à leur inclinaison, et non à leur sens. Le comportement des oiseaux collait à merveille avec cette seconde possibilité. Il y avait donc là, dans la manière même dont l'oiseau se trompait ou ne se trompait pas quand on renversait le champ, la signature d'une boussole chimique, d'une boussole quantique, plutôt que d'une simple aiguille de métal. Un autre indice, tout aussi parlant, acheva de mettre les chercheurs sur la voie. Ils s'aperçurent que la boussole de l'oiseau avait besoin de lumière pour fonctionner, et d'une certaine lumière seulement. Dans l'obscurité totale, l'oiseau perdait le nord, son sens magnétique s'éteignait. Sous une lumière bleue ou verte, il retrouvait son cap avec assurance. Mais sous une lumière rouge, celle des grandes longueurs d'onde, sa boussole se déréglait, se brouillait, cessait de fonctionner comme il faut. Or cela n'aurait aucun sens si le capteur était un simple grain de métal aimanté. Un aimant fonctionne aussi bien dans le noir qu'en pleine lumière, il n'a que faire de la couleur du jour. Mais tout s'éclairait si le capteur était une molécule qui a besoin d'être frappée par un photon pour se mettre en marche, et frappée par un photon d'une certaine énergie, celle de la lumière bleue, pour créer la paire de radicaux. La dépendance à la lumière, et à la lumière bleue en particulier, désignait une molécule photosensible, une molécule de l'œil, une molécule comme le cryptochrome. C'est ainsi que, pièce après pièce, l'hypothèse s'est assemblée. L'idée qu'une paire de radicaux, nés de la lumière, pût servir de boussole magnétique fut avancée par un physicien de grand renom, un homme du nom de Klaus Schulten, dès la fin des années 70. À l'époque, l'idée parut audacieuse, presque folle, car on ne voyait pas quelle molécule d'un corps vivant pourrait jouer ce rôle. Il fallut attendre encore une vingtaine d'années pour qu'on désigne enfin un candidat plausible, le cryptochrome, cette protéine sensible à la lumière bleue, présente dans la rétine des oiseaux. Des chercheurs, parmi lesquels Schulten lui-même et d'autres après lui, comme les savants qui portent les noms de Ritz, de Hoare, de Moritzen, entreprirent de mettre l'hypothèse à l'épreuve, d'accumuler les indices, de tester les prédictions. Et de fil en aiguille, cette idée, d'abord marginale, est devenue l'explication qui a aujourd'hui la faveur des chercheurs, celle que les faits soutiennent le mieux. Il y a, dans le choix de cette molécule par la vie, une histoire qui touche au cœur même de ce qu'est l'évolution, et je veux te la confier, car elle est belle. Le cryptochrome n'a pas été inventé pour servir de boussole. C'est une très vieille molécule, présente dans le vivant depuis des temps immémoriaux, bien avant qu'il y eût des oiseaux, bien avant qu'il y eût des yeux. À l'origine, chez les plantes, chez les insectes, chez tant d'êtres, elle sert à tout autre chose. À mesurer la lumière du jour, à distinguer le matin du soir, à régler ces horloges internes qui rythment la vie de tout ce qui respire, le sommeil et l'éveil,
l'ouverture des fleurs, le chant des oiseaux à l'aube. C'est une molécule du temps, une gardienne des heures, sensible à la lumière parce que la lumière est la grande horloge du monde. Et voici que, chez les oiseaux migrateurs, cette gardienne des heures se serait trouvée détournée de son emploi premier, réquisitionnée pour une tâche nouvelle, non plus dire l'heure, mais dire la direction. L'évolution procède souvent ainsi, en bricoleuse ingénieuse, reprenant un vieil outil pour un usage neuf, greffant une fonction inédite sur un organe ancien, sans jamais rien créer tout à fait de rien. La boussole quantique de l'oiseau serait née de la lente reconversion d'une molécule qui, depuis toujours, savait déjà capter la lumière et en tirer un signal. Il aura suffi que ce signal se mette à dépendre, un tout petit peu, du champ magnétique, pour qu'une horloge devienne une carte. Mais il faut que je te dise ici, avec toute la franchise que je te dois, une chose importante, car je ne veux jamais te tromper, même dans la douceur de cette nuit. Rien de tout cela n'est encore prouvé de façon définitive. C'est l'hypothèse qui domine, celle que la plupart des chercheurs tiennent pour la plus vraisemblable, celle qu'un faisceau d'indices vient soutenir. Mais elle n'est pas une certitude absolue, et les savants, ceux qui travaillent sur ces questions, sont les premiers à le reconnaître avec prudence. On n'a pas encore pu observer de nos propres yeux, dans l'œil d'un oiseau vivant en train de migrer, la paire de radicaux à l'œuvre. On tient de solides raisons de croire que le cryptochrome joue ce rôle, mais on n'a pas la preuve dernière, celle qui ne laisserait plus aucun doute. La science avance ainsi, tu le sais, non par certitude brutale, mais par hypothèse que l'on éprouve, que l'on affine, que l'on confirme peu à peu, ou que l'on abandonne s'il le faut. L'histoire de la boussole quantique des oiseaux est une histoire encore en train de s'écrire, un chantier ouvert, une énigme dont on tient sans doute un bon bout, mais pas encore le fin mot. Et il y a d'ailleurs, à côté de cette boussole quantique de l'œil, peut-être une seconde boussole, d'une toute autre nature, que l'oiseau porterait ailleurs dans son corps. Car certains chercheurs pensent que les oiseaux disposeraient aussi de minuscules grains d'un matériau magnétique, une sorte de fer naturel appelé magnétite, logé quelque part dans leur tête, peut-être du côté du bec. Ces petits grains, eux, se comporteraient comme de vraies petites aiguilles aimantées, sensibles à la force du champ plutôt qu'à sa seule inclinaison. Ils ne serviraient peut-être pas de boussole pour trouver la direction, mais plutôt d'une sorte de carte, permettant à l'oiseau de savoir non pas seulement où est le sud, mais où il se trouve, à quelle latitude, sur son long chemin. Les deux systèmes, celui de l'œil et celui du bec, la boussole quantique, la carte de magnétite, travailleraient de concert, se complétant l'un l'autre, l'un donnant le cap et l'autre la position. Mais là encore, tout n'est pas tranché, et les chercheurs débattent de la part exacte de chacun. Ce qui est sûr, c'est que l'orientation des oiseaux est une merveille à plusieurs étages, un assemblage subtil de plusieurs sens que nous commençons à peine à démêler. Reviens, un instant, à ton corps d'oiseau, et à la nuit qui t'enveloppe au-dessus de la mer. Songe à tout ce que tu portes en toi, sans le savoir, tandis que tu voles. Dans tes yeux, la boussole de lumière et de spin, la danse des paires de radicaux, la trace magnétique dessinée sur ta rétine. Peut-être, dans ta tête, les petits grains de magnétite qui te disent où tu en es de ton voyage. Et dans tout ton corps, l'endurance folle qui te permet de battre des ailes des heures durant, la réserve de graisse que tu as accumulée avant le départ et que tu brûles kilomètre après kilomètre, l'horloge interne qui te dit quand partir et quand t'arrêter. Tu es un prodige d'ingéniosité, façonné par des millions d'années au cours desquelles, génération après génération, les oiseaux qui trouvaient leur route survivaient et laissaient des petits, tandis que ceux qui se perdaient disparaissaient. Ta boussole quantique n'a pas été inventée d'un coup. Elle a été tissée avec patience, affinée, perfectionnée par le lent travail de la vie, jusqu'à cette merveille que tu portes cette nuit sans même y songer. Il y a, dans cette pensée, quelque chose qui touche au vertige, et je voudrais que tu t'y arrêtes avec moi. Tu perçois, cette nuit, une chose que moi, l'humain qui te parle, je ne peux pas percevoir. Le champ magnétique de la Terre m'entoure comme il t'entoure, il traverse mon corps comme il traverse le tien, et pourtant je n'en sais rien, je ne le sens pas, je ne le vois pas. Il me faut une aiguille de métal, une invention, un instrument, pour deviner ce que tu portes en toi comme un sens naturel. Il existe donc, autour de nous, tout le temps, des choses bien réelles que nos sens ne captent pas, des couleurs que nous ne voyons pas, des présences que nous ne sentons pas. Chaque être vivant habite un monde un peu différent, tissé des seules choses que ses sens à lui savent capter. Le tien,
petit oiseau, est traversé de lignes magnétiques lumineuses que le mien ignore. Et cela devrait nous rendre modestes, nous les humains qui croyons parfois voir le monde tel qu'il est. Nous n'en voyons qu'une part, celle que nos sens nous découpent, et tout autour s'étend un immense domaine de réalité que d'autres créatures, elles, perçoivent, et dont nous n'avons pas même idée. Il y a là une question qui a de quoi tenir l'esprit en éveil, ou plutôt, cette nuit, de quoi le bercer d'un doux vertige. À quoi cela ressemble-t-il, au juste, de sentir le champ magnétique? Quelle est cette sensation que tu éprouves, petit oiseau, quand la terre te dessine sa direction au fond des yeux? Nous ne le saurons sans doute jamais, et c'est une des choses les plus troublantes qui soient. Car pour te le demander, il faudrait pouvoir se glisser dans ta perception, éprouver le monde comme tu l'éprouves, et cela nous est interdit. Nous pouvons décrire la molécule, mesurer le signal, suivre le nerf, comprendre la physique jusque dans ses moindres détails. Mais ce que tu ressens, la couleur ou la forme ou la nuance qu'a pour toi cette direction magnétique, cela nous échappera toujours. Est-ce une tache de lumière? Une ombre qui glisse? Une teinte que nul de nos mots ne nomme, parce qu'aucun de nos yeux ne l'a jamais vue? Est-ce même quelque chose que l'on voit, ou plutôt quelque chose que l'on sait, une évidence tranquille du corps, comme nous savons, sans regarder, où est le haut et où est le bas? Nous l'ignorons, et nous l'ignorerons peut-être pour toujours. Il y a, dans chaque être vivant, une chambre secrète où nul autre ne peut entrer, un dedans qui n'appartient qu'à lui. Et cette pensée, loin de m'attrister, m'emplit d'un respect émerveillé pour l'infinie variété des façons qu'a le monde d'être senti, pour ces milliers de fenêtres différentes ouvertes sur une même réalité, dont chacune découpe un paysage que les autres ne verront jamais. Car tu n'es pas seul, dans le grand livre du vivant, à posséder de tels pouvoirs. D'autres créatures, elles aussi, sentent le chant de la terre et s'en servent pour voyager. Les tortues de mer, ces vieilles voyageuses des océans, retrouvent après des années et des milliers de kilomètres la plage même où elles sont nées, guidées, croit-on, par une mémoire du champ magnétique propre à ce lieu. Certains papillons, si légers qu'un souffle les emporte, traversent pourtant des continents entiers d'une génération à l'autre, et l'on soupçonne qu'eux aussi portent, dans leurs antennes ou leurs yeux, une forme de cette même boussole faite de cryptochrome. Des poissons, des baleines, des abeilles, bien d'autres êtres encore semblent sentir le magnétisme du globe. La Terre, pour toutes ces créatures, n'est pas muette. Elle parle, elle indique, elle trace des chemins invisibles que le voyageur savent lire. Et cette voix de la planète, ce langage magnétique est peut-être, chez plusieurs d'entre elles, écrit dans la même encre quantique, dans la même danse des électrons intriqués nés d'un grain de lumière. Prends un instant, avant que ton propre vol ne s'achève, pour mesurer l'ampleur de ces voyages que la vie accomplit chaque année, en silence au-dessus de nos têtes. Certains oiseaux, cousins du tien, franchissent d'une seule traite des étendues d'océan qui dépassent l'entendement, volant sans se poser des jours et des nuits d'affilée, sans manger, sans boire, sans se reposer un seul instant, sur des distances qui feraient plusieurs fois le tour d'un pays entier. Une petite sterne, oiseau-guère plus grand que ta main, va chaque année d'un bout à l'autre de la planète, du grand nord glacé jusqu'aux terres du sud extrême, puis revient, accomplissant au cours de sa vie l'équivalent de plusieurs allers et retours jusqu'à la Lune. D'autres traversent des déserts sans une goutte d'eau, ou franchissent les plus hautes montagnes du monde, là où l'air est si rare que nul homme ne survivrait sans masque. Et tous, ou presque, se guident en partie sur ce même champ magnétique que tu lis cette nuit, sur cette même boussole intérieure. Songe à ce que représente, mis bout à bout, l'immense effort de toutes ces créatures, à ces milliards d'ailes battant dans la nuit, 2 fois l'an, sur toute la surface du globe, dans un grand mouvement de va-et-vient que la Terre orchestre par sa seule lumière et son seul magnétisme. Il se déroule, au-dessus de nos maisons endormies, une des plus vastes migrations qui soit, un fleuve de vie qui coule dans le ciel, invisible et fidèle, année après année, depuis des temps que nous ne savons pas compter. Je voudrais, avant que la nuit ne s'achève, que tu prennes toute la mesure de ce qui se joue en toi, petit oiseau, car c'est une chose immense cachée dans une chose minuscule. Le chant que tu lis vient du cœur même de la terre, de son noyau de métal en fusion à des milliers de kilomètres sous les vagues, là où des courants de fer liquide, larges comme des continents, tournoient et engendrent le magnétisme du globe. Ce chant traverse la roche, l'océan, l'air, monte jusqu'à toi, petit être de plumes suspendu dans la nuit, et vient toucher, au fond de ton œil,
2 électrons plus petits que tout. Ainsi, en cet instant, le plus grand se relie au plus petit. Le noyau colossal de la planète parle à une paire de grains infimes dans ta rétine, et de ce dialogue entre l'immense et l'infime naît une chose simple et vitale, ta direction, ton chemin vers les terres chaudes. Tu es, à ta manière, le lieu de rencontre entre la Terre profonde et le monde quantique, le point où le magnétisme d'une planète entière se traduit en une pincée de chimie au creux d'un œil. Et ce chant que tu lis pour trouver ta route n'est pas seulement, pour la vie, un panneau indicateur. Il est aussi un bouclier, une protection sans laquelle rien de tout cela ne serait possible. Car le soleil, tout bienfaisant qu'il soit, ne verse pas sur nous que sa lumière. Il souffle sans cesse un vent de particules, un flot de matière électrisée qui file à travers l'espace et qui, s'il touchait de plein fouet la surface de la Terre, arracherait peu à peu l'atmosphère et rendrait la vie bien plus difficile. Or ce même champ magnétique né du noyau, cette bulle immense qui enveloppe la planète bien au-delà de l'air, dévie ce vent, l'écarte, le fait glisser autour de nous comme l'eau d'un fleuve contourne le pilier d'un pont. C'est ce bouclier invisible qui protège la vie depuis des milliards d'années. C'est lui aussi qui, lorsque le vent solaire s'engouffre malgré tout près des pôles, allume dans le ciel les grandes draperies lumineuses des aurores. Ainsi, le chant que tu suis, petit oiseau, pour rejoindre les terres chaudes, est le même qui, à une toute autre échelle, veille sur la vie entière de la planète. La Terre te montre le chemin avec l'outil même dont elle se sert pour te garder en vie. Il y a, dans cette double bienveillance, quelque chose qui donne envie de se sentir tenu, protégé, à sa place dans un monde bien ordonné. Le ciel, maintenant, commence à pâlir vers l'Orient. La longue nuit de vol touche à sa fin. Devant toi, très loin, une ligne plus sombre se dessine à la limite de l'eau et du ciel. Une côte, une terre, le rivage que tu cherchais. Tu as traversé la mer. Ta boussole ne t'a pas trahi. Tandis que la lumière revient, le bleu du petit matin, cette même lumière bleue qui nourrit ta boussole, baigne à nouveau tes yeux, et la trace magnétique brille peut-être une dernière fois sur ta rétine avant que tu ne descendes vers les arbres d'une terre nouvelle, pour t'y reposer enfin, replier tes ailes et attendre la nuit suivante. Tu n'es qu'à mi-chemin, peut-être, de ton long voyage. Mais tu sais, sans le savoir, que tu retrouveras chaque nuit ce fil invisible tendu vers le sud, cette direction dessinée par la planète au fond de tes yeux, avec la même certitude que le sommeil retrouve, chaque soir, le chemin de ceux qui se couchent. Et c'est ici, sans hâte, que je te rends à toi-même, que je te ramène de ce corps de plume vers le tien, de la mer nocturne vers la tiédeur de ta chambre et le poids familier de ton corps sur le matelas. Tu n'es plus l'oiseau. Te voici de nouveau toi, allongé dans ton lit, dans le calme de cette nuit, à l'abri des murs, loin du vent et du froid des hauteurs. Mais je voudrais que tu emportes avec toi, dans ton sommeil, un peu de ce que tu viens d'éprouver. Car ce que fait le rouge-gorge dans son œil, ces prodiges quantiques, cette danse d'électrons intriqués, ne sont pas si loin de toi que tu pourras le croire. Ton propre corps, lui aussi, est traversé de 1000 phénomènes quantiques discrets, dans chacune de tes cellules, dans chaque réaction chimique qui te tient en vie, dans la lente combustion qui réchauffe ton sang en ce moment même. La mécanique quantique n'est pas un lointain pays réservé aux atomes des laboratoires, elle est là, sous ta peau, au travail dans la chair vivante, cette nuit comme toujours. Songe, avant de glisser vers le sommeil, à tous ces voyageurs qui, en cet instant, quelque part sur la Terre, franchissent la nuit portés par leur boussole secrète. Pendant que tu reposes immobile et à l'abri, des millions d'oiseaux traversent les cieux du monde, chacun suivant au fond de ses yeux cette direction tracée par la planète, ce fil de lumière et de magnétisme que nul ne leur a enseigné et qu'ils ne perdent jamais. Il y a, dans cette pensée, quelque chose d'apaisant, comme il est apaisant de savoir que le monde, la nuit, ne dort pas tout entier, qu'il est plein de vies discrètes qui poursuivent leur chemin tandis que nous nous reposons. Pense à eux, un instant, ces petits corps de plumes suspendus dans le noir, au-dessus des mers et des forêts endormies, chacun tenu par son fil invisible, chacun sûr de sa route quand tout, autour de lui, n'est qu'obscurité. Ils ne doutent pas. Ils ne se demandent pas s'ils vont dans la bonne direction. Ils volent, portés par une certitude tranquille inscrite au fond de leur chair, une certitude que leur donne la terre elle-même. Et il y a, dans cette confiance sans faille du petit oiseau perdu dans l'immensité, une leçon de douceur, car toi aussi, cette nuit, tu peux te confier au monde, te laisser porter par quelque chose de plus grand et de plus sûr que toi,
sans avoir besoin de tout comprendre ni de tout tenir. La terre veille sur ses voyageurs. Elle leur murmure la route dans un langage de chant et de spin, elle les tient par un fil invisible et sûr, et pas un ne se perd dans le grand noir, parce que chacun porte en lui, au creux de l'œil, la carte de la planète entière. Et si cette histoire te touche, cette nuit, plus qu'une simple curiosité de savant, c'est peut-être parce qu'elle dit quelque chose de profond sur la place du vivant dans le grand ordre des choses. Nous nous croyons souvent séparés du reste du monde, posés à part, étrangers aux lois froides de la matière. Et voici qu'un petit oiseau vient nous rappeler que nous sommes tissés de ces lois mêmes, que la vie ne s'oppose pas à la physique mais s'en nourrit, s'en sert, l'épouse jusque dans ses recoins les plus subtils. La même mécanique quantique qui régit les étoiles, les atomes, la lumière des galaxies lointaines, régit aussi le voyage d'un rouge-gorge au-dessus de la mer, et par lui, un peu, le tien, cette nuit, dans le repos ta chambre. Il n'y a pas de monde, l'un pour la matière et l'autre pour la vie. Il n'y en a qu'un seul, continu, où les mêmes lois relient le plus lointain au plus intime, la danse des électrons au vol des oiseaux, et le vol des oiseaux à la lente descente de ton propre esprit vers le sommeil. Laisse cette image te bercer, maintenant, comme le vol berce l'oiseau au-dessus des vagues. Il n'y a rien à comprendre de plus, rien à retenir, rien à saisir. Laisse seulement demeurer en toi cette douceur, celle de savoir que le monde est bien plus riche, bien plus étrange, bien plus peuplé de merveilles cachées que sa surface ne le laisse paraître, et que jusque dans l'œil d'un petit oiseau se joue, chaque nuit, une des plus belles rencontres qui soient, celle des lois les plus profondes de l'univers et de la vie la plus humble, la plus tenace. Tu portes, toi aussi, cette même parenté avec le grand mystère des choses. Tu es fait de la même matière, gouverné par les mêmes lois, tissé du même quantum de lumière et de spin que l'oiseau qui traverse la mer. Alors laisse tes pensées, à leur tour, se poser, replier leurs ailes, comme l'oiseau se pose au terme de sa longue nuit de vol. Tu n'as plus de mer à traverser, plus de cap à tenir, plus de direction à chercher. Le seul voyage qu'il te reste à faire, cette nuit, est le plus doux de tous, celui qui te mène vers le sommeil, et pour celui-là tu n'as besoin d'aucune boussole. Il te suffit de te laisser aller, de laisser le poids de ton corps t'enfoncer dans le matelas, de laisser la nuit t'envelopper, et de suivre, sans effort, la pente qui descend vers le repos. Le rouge-gorge a trouvé sa côte. Et toi, tu as trouvé ton lit, ce rivage tranquille où s'achève chaque journée, où tu peux enfin te reposer. Bonne nuit.